Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce stage virtuel sur la gestion des situations d'urgence, notamment dans les crèches. Alors, la problématique des établissements accueillant des jeunes enfants, ça va être de savoir quelle est la conduite à tenir en fonction d'une agression extérieure. Alors, qu'est-ce qu'on entend par agression extérieure? Ça va être soit la menace terroriste ou l'intrusion malveillante. Alors, il peut y avoir plusieurs exemples. Ça va être, par exemple, à proximité de leur crèche, il peut y avoir une fusillade ou il peut y avoir une menace terroriste. Ou alors, ça peut être une personne qui est rentrée dans la structure sans autorisation. Ça peut être par exemple le cas d'un marginal qui veut aller aux toilettes, ou ça peut être un parent, un père de famille notamment, qui veut récupérer son enfant alors qu'il n'a pas l'autorité parentale. Ou alors c'est une personne qui s'est introduite dans la crèche pour voler des objets, des sacs, des téléphones portables. Et du coup, il va falloir appliquer une procédure de confinement pour protéger les enfants, protéger le personnel et donner des conduites à tenir pour prévenir les secours le plus rapidement possible. Et dans ce que l'on entend dans intrusion malveillante ou menace terroriste, c'est une personne qui est entrée dans une structure pour faire du mal aux enfants et aux professionnels, qui est armée soit d'une arme blanche, soit avec un pistolet ou une arme, et du coup qui est là pour faire des dégâts sur la structure. Donc ça, c'est une première partie. Ensuite, on aura un deuxième module où on verra tous les risques technologiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par risque technologique? On entend les accidents industriels. Ça peut être l'entreprise qui brûle et avec une cuve remplie de chlore qui explose. Du coup, elle va libérer dans la nature une grande quantité de chlore qui est très nocive pour la population. Ça peut être l'accident industriel, une centrale qui explose et qui va libérer dans la nature un nuage radioactif ou un transport de matières dangereuses avec par exemple des produits nucléaires ou des recyclages de produits nucléaires qui nécessiteraient un confinement à l'intérieur d'une structure. Ça peut être également des transports de matières dangereuses, que ce soit un train ou un camion qui transportait par exemple du cyanure. Une rupture de barrage qui n'est pas à négliger parce que ça peut arriver, c'est déjà arrivé en 1958 de mémoire au barrage de Malpasset du côté de Fréjus, et le risque minier. En fait, le risque minier, ce sont les trous que des sociétés minières ont fait dans le sol, et puis on voit que des fois il y a un trou qui se forme et puis il y a un effondrement de bâtiments. Mais ça peut être également les accidents naturels, notamment tout ce qui est avalanche, canicule, cyclone ou grand froid, éruption volcanique, feux de forêt, inondations, séismes, tempêtes et tsunamis. Et donc, à l'intérieur, il y a les cyclones ou les tornades, puisque il y a des crèches qui sont situées sur les territoires d'outre-mer, notamment tout ce qui est Guadeloupe, Réunion, Martinique, Guyane, etc. Et on voit que en fonction des risques, il va falloir appliquer une procédure un petit peu spécifique. Alors, comment est-ce que est fait le support pédagogique? D'abord, on présente le formateur. Ensuite, les participants généralement se connaissent toutes. Et présentation de la formation, déjà pour situer quelle est la problématique. Alors, c'est pas une formation vraiment littérale où il faudra appliquer les procédures textuellement. En fait, le but de cette formation, c'est vraiment de créer un débat, essayer de savoir, de faire un état des lieux de la structure par rapport à une intrusion malveillante ou quel est le niveau de sécurité de la structure, faire un bilan, un état des lieux. Ensuite, trouver des actions de prévention pour éviter toutes ces intrusions, etc. etc. Et sensibiliser le personnel, la directrice, les parents, la municipalité. Et c'est vraiment pour créer un débat, hein, ce type de formation, et savoir quels seraient les axes d'amélioration, surtout pour éviter ce genre de problématiques. Donc on remettra à l'intérieur de la formation un livret. Alors ce livret, il reprend tout ce qui est alerte et protection des populations, c'est-à-dire comment être informé qu'il y a une problématique à l'extérieur. Ensuite, on reprend l'affiche du gouvernement par rapport à la menace terroriste. Ensuite, il y a comment est-ce qu'on fait pour se préparer, adapter sa réaction. Soit on évacue, soit on se met à l'abri. Si jamais ça a lieu, l'attaque a lieu à l'intérieur du site, et puis comment réagir pour prévenir les secours.
Ensuite, on a mis un tableau qui reprend qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'exposition à un gaz toxique. Alors, c'est souvent l'exemple le plus flagrant, le gaz sarin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une bombe artisanale avec éventuellement du chlore ou un produit chimique qui est asphyxiant pour la population. Ensuite, on verra ce qu'il faut faire dans ce livret en cas d'accident industriel, donc toutes les procédures à suivre et surtout à ne pas faire. En cas d'alerte nucléaire, avec les fiches réflexes, la rupture de barrage et en risque naturel, on n'a mis que le risque de séisme. C'est vrai qu'on a mis de côté tout ce qui est tsunami, cyclone, sachant qu'elles devront se référer à leur cahier de protocole que je vous présenterai un petit peu plus loin. Donc le livret fait à peu près 20 pages, il est plutôt bien illustré et vous pourrez leur distribuer. On leur remettra également une attestation de formation. Et le contenu de la formation, d'abord, c'est de comprendre les différentes situations d'urgence. Parce qu'on n'aura pas la même réaction en fonction, si c'est une menace terroriste, on dit qu'il faut évacuer, mais on n'évacuera pas de la même façon qu'un incendie. Connaître les moyens d'alerte et surtout d'être prévenu qu'il y a une problématique à proximité de l'établissement, savoir réagir en cas de menace terroriste ou intrusion malveillante, accident industriel, accident naturel, et je vous présenterai le protocole interne de People and Baby qui a été établi. C'est un protocole qui fait à peu près 100 pages et qui reprend à l'intérieur toutes les procédures en cas d'agression extérieure. Alors pourquoi une formation? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est qu'en fonction des risques, on n'aura pas du tout la même conduite à tenir. Par exemple, s'il y a une inondation ou une montée rapide des eaux, et ça c'est arrivé il y a 2 ans, il y a eu des grosses crues, on n'aura pas la même réaction que si c'est un accident industriel, que si c'est un feu de forêt à proximité de l'établissement, que si c'est une intrusion malveillante ou une menace terroriste, que si c'est par exemple un incendie, parce que lorsqu'il y a un incendie, on déclenche l'alarme incendie, ensuite on évacue, on va au point de rassemblement. En cas de menace terroriste, on évacue, mais on va surtout pas au point de rassemblement, et on prend les issues de secours le plus rapidement possible. Il y a la rupture de barrage, l'accident industriel et le risque de tsunami. Et on voit qu'en fonction de chaque situation, on a absolument une conduite à tenir différente. Et la problématique, c'est quand on embauche une nouvelle professionnelle, eh ben, va falloir lui faire une formation avant qu'elle débute et lui expliquer ce qu'il faut faire en cas d'incendie, en cas d'évacuation rapide, montée rapide des eaux, etc., etc. Voilà. Alors, le cahier de protocole que je vous ai présenté, donc qui ressemble à peu près à ça, il fait à peu près 100 pages. Et à l'intérieur, il y a par exemple le sommaire, alors donc il y a alerter et informer, en cas de menace terroriste ou intrusion malveillante, les risques technologiques, donc il y a bien l'accident industriel, nucléaire, transport de matières dangereuses, rupture de barrage. En risque naturel, il y a l'avalanche, canicule, cyclone, éruption volcanique, feu de forêt, grand froid, inondation, séisme, tempête et tsunami. On a rajouté à l'intérieur, alors c'est pas noté, tout ce qui est risque sanitaire, notamment la menace Ebola, parce que c'est, à mon avis, c'est pas une menace à prendre à la légère, parce que il peut y avoir des cas de contamination, même en France. Tout ce qui est pandémie grippale, donc voilà, il y a une grosse épidémie de grippe, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou en cas d'épizootie. Alors les épizooties, c'est tout ce qui est problème lié aux animaux, ça peut être la fièvre afteuse ou des problèmes par exemple avec les canards, qui a eu beaucoup d'élevages qui ont dû tuer leur cheptel parce que il y avait des problèmes d'épizootie sur ces animaux. Et donc la problématique serait, par exemple, ils retrouvent un canard mort dans leur cour, savoir quelle est la conduite à tenir. Surtout pas le toucher. Ensuite, il y a tout ce qui est sécurité des crèches, notamment tout ce qui est départ incendie, évacuation des crèches, la conduite à tenir, notamment en étage, ce qui est problématique, les mesures médicales et urgences, et tout ce qui est synthèse et des obligations de crèche, notamment 2 exercices d'évacuation par rang à noter dans le registre de sécurité, et également 2 exercices de confinement. C'est une circulaire de 2016 qui est sortie, et toutes les structures doivent faire 2 exercices de confinement ou d'évacuation en cas d'intrusion malveillante ou de menace terroriste. Voilà pour ce qui est présentation. Et l'autre partie, les parties à l'intérieur, par exemple ici on va parler des risques miniers, les conséquences et qu'est-ce qu'il faut faire avec les conduites à tenir. Alors, comme là on parle vraiment de sécurité intérieure, on est obligé quand même de se donner les numéros d'urgence.
Alors, il y a tout ce qui est sapeurs-pompiers. Donc, pour appeler les sapeurs-pompiers, on fait le 18 ou le 112. Alors, malheureusement, il y en a encore qui pensent que le numéro d'urgence pour les pompiers, depuis les téléphones portables, c'est le 118. N'appelez pas le 118 parce que vous allez appeler les toutous-youtous, si c'est le 118, 218 ou 318, etc., etc. Non, le numéro d'urgence, c'est bien le 112. Alors, qu'on soit depuis un téléphone portable ou un téléphone fixe, on peut faire à la fois soit le 18 ou soit le 112. Et là, ça peut créer également un débat, notamment pour parler des téléphones portables. Est-ce qu'il faut du réseau? Est-ce qu'il faut le code PIN pour pouvoir déverrouiller son téléphone portable? Est-ce que sans carte SIM, on peut téléphoner au service de secours, etc., etc. Ensuite, on va parler de tout ce qui est SAMU. Donc, pour appeler le SAMU, quelque part, représente également une caution médicale, c'est-à-dire que si jamais vous voulez un renseignement médical par rapport à un enfant, vous pouvez demander un conseil médical au niveau du SAMU. Donc dans ce cas-là, il faudra faire le 15 ou le 112. Généralement, les gens vont faire le 115. Alors le 115, effectivement, c'est le SAMU, mais c'est le SAMU social. C'est pour les personnes qui n'ont pas forcément de logement pour la nuit et qui, eux, vont trouver un logement d'urgence. Alors n'appelez pas le 115 pour un infarctus, pour une suspicion d'infarctus, parce qu'autrement ils vont venir avec une tente quechua ou un bol de soupe, et la soupe ne soigne pas les infarctus. Le dernier numéro d'urgence, c'est la police, donc c'est le 17, et si on regarde bien, ça peut être le 112 également. Donc à la limite, autant se limiter toujours au niveau du 112. Alors, créez également un débat autour des structures. Demandez-leur, est-ce qu'il faut faire le 0 pour sortir, ou des fois c'est le 9? Est-ce qu'on peut appeler directement? Est-ce que c'est un téléphone urbain ou est-ce que c'est une box? Si jamais c'est une box et qu'il n'y a plus d'électricité, eh bien, dans ce cas-là, il faudra prendre un téléphone portable. On peut rappeler également que dans les règlements intérieurs, souvent il est noté que l'utilisation du téléphone portable est interdite dans les structures. Rien n'empêche d'aller récupérer un téléphone portable dans le vestiaire ou dans une boîte à proximité des sections. Téléphone portable qui n'est pas utilisé en exploitation normale, mais qu'en cas d'urgence, éventuellement, on peut utiliser, ou la directrice peut garder son téléphone portable sur elle si jamais le règlement lui autorise. Voilà. Alors, maintenant, la problématique, ça va être de savoir si jamais on est sourd et muet, comment est-ce qu'on fait pour prévenir les secours? C'est vrai que c'est vraiment une problématique parce que une personne sourde et muette qui a un accident de circulation, souvent les gens vont vous dire il fait des signaux de fumée, ou il se coud, ou il demande à une autre personne. Non, en fait, on a créé un numéro d'urgence spécifique aux personnes sourdes et muettes. Alors, comment est-ce qu'ils vont fonctionner? C'est soit ils vont envoyer un SMS, ou soit un fax. Il faut savoir que 7% des demandes de secours sont faites par fax. Il ne faut pas se négliger ce fax. Souvent, c'est les personnes âgées de 70-80 ans qui n'ont pas de téléphone portable. En plus, ils ne sauraient pas l'utiliser. Ils n'ont pas d'ordinateur. Et du coup, leur seul moyen de communication, c'est d'écrire sur des feuilles blanches. Et puis, ils envoient ça et ils faxent soit au numéro d'urgence ou soit à leur famille. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que des fois, il y a des situations d'urgence où les personnes se font agresser, où ils sont victimes d'une situation assez grave. Et du coup, lorsque les personnes peuvent devenir aphasiques. Alors en fait, l'aphasie, c'est le fait de ne plus pouvoir parler. Alors la troisième possibilité, c'est en cas de menace terroriste, lorsque vous êtes confiné dans une pièce et que vous ne pouvez pas parler, que vous êtes caché. En fait, on demandera au personnel, ou en cas de cambriolage, par exemple, chez vous, vous avez un cambrioleur, vous êtes caché dans un placard, vous voulez communiquer avec les services de secours. Donc je rappelle qu'il faut d'abord couper la vibration de son téléphone portable, couper la sonnerie, et vous pouvez également envoyer un SMS. Et le numéro d'urgence pour envoyer ce SMS, c'est le 114. Alors le 114, c'est le numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. Voilà. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est un central téléphonique qui se situe à l'hôpital de Grenoble. Et du coup, que vous fassiez agresser en cas de feu, accident, malaise, n'importe quoi, menace terroriste, on vous demandera d'envoyer un SMS ou un fax. Bientôt, fonctionnera le courriel, visioconférence, un texto, enfin, un texte en temps réel ou la voix, pour pouvoir demander à ce numéro d'urgence nationale, et eux s'occuperont de déterminer quel service d'urgence il faudra contacter. Donc eux s'occupent de tout. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de noter l'adresse et de noter la nature de l'accident, sachant qu'il y aura un échange
avec ce service du 114. Alors, maintenant, comment savoir qu'à proximité de chez vous, il y a une rupture de barrage? Alors, généralement, les gens vont dire il y a un signal type corne de brume. Non, pas du tout. En fait, le signal type corne de brume, il n'est là que dans les lieux où il y a une possibilité de lâcher d'eau de barrage. Notamment, c'est le long des cours d'eau, que ce soit une rivière ou un fleuve. Si jamais EDF décide de faire des lâchers de barrage, ils vont lancer leur signal type corne de brume, ça va faire mais en plein centre-ville, on ne peut pas entendre ce type corne de brume. Eh ben, la seule façon de savoir ce qui se passe à proximité, eh ben, c'est l'application SAIP. Alors SAIP, ça veut dire Système d'alerte et d'information aux populations. C'est-à-dire que une fois que l'on a téléchargé cette application, donc c'est une application gouvernementale du ministère de l'Intérieur, une fois qu'on a téléchargé cette application, elle fonctionnera en arrière-plan, en veille. Et si jamais à proximité de votre emplacement, il y a soit une menace terroriste, soit un accident industriel, soit une rupture de barrage, etc., etc. Du coup, l'application va se mettre en route, ça va être marqué alerte en cours, je slide en m'informant et ça me donnera quelle est la conduite à tenir et surtout quel est le type d'accident que l'on a. Alors cette application fonctionne pour quoi? Elle fonctionne pour attentat, accident nucléaire, rupture d'ouvrage hydraulique, produits dangereux, inondation ou submersion rapide des eaux, feu de forêt, séisme, intempéries, submersion rapide, alors là ce sera peut-être plus le tsunami, cyclone, volcanique et le kit d'urgence, c'est-à-dire le contenu du kit d'urgence. Voilà. Alors comment fonctionne l'application? Une petite vidéo. Donc voilà, c'est une vidéo qui n'a pas de son, donc c'est pas la peine de chercher. Donc voilà, si jamais il y a une alerte en cours, on va slider, il sera marqué alerte attentat. Donc comment agir? Je fais une reconnaissance. Ne vous exposez pas, abritez-vous, n'encombrez pas les réseaux téléphoniques, conformez-vous aux consignes de sécurité. Voilà. Et une fois que vous êtes en sécurité, vous pouvez checker pour savoir si tout est bon. Donc j'ai compris et comme ça, vous êtes informé. Alors il y a également suivre un lieu, c'est-à-dire qu'on peut suivre 8 communes, par exemple si vous habitez Lyon et que vous souhaitez suivre des parents sur Nice, et ben, du coup vous pourrez savoir qu'il y a un problème sur Nice et comme ça vous pourrez les contacter directement si jamais ils n'ont pas de téléphone portable. Voilà. Alors, donc on a vu qu'il y avait plusieurs types d'accidents. Si on prend l'exemple de Lyon, je ne vais pas dire que c'est une usine à gaz, mais on voit qu'il y a plein de lieux qui posent problème, notamment cette entreprise ici, numéro 4, donc c'est K1 Saint-Fond. Si jamais la boule verte explose, parce qu'à l'intérieur il y a du chlorure de vinyle ou il y a une rupture d'un isocontainer de chlore, tous ceux qui sont dans cette zone 4 et qui respirent ce produit chimique risquent soit d'avoir des problèmes très graves ou soit de mourir. Et donc, on voit que en fonction de la nature du risque, toutes les crèches qui se situent à l'intérieur de cette zone, il y en a à peu près 150-200, doivent appliquer des protocoles. Parce que là, on parle qu'une seule partie du problème. Ici, c'est Arkema Pierre-Bénite. Là, il y a d'autres entreprises. Et si jamais on regarde toutes les villes, chaque ville possède ses infrastructures qui sont plus ou moins dangereuses. Et là, on ne parle pas du laboratoire P4 qui est à Gerland, où c'est un problème bactériologique. Et là, je pense que si un jour il y a un virus qui s'échappe, on risque de saigner des yeux, et puis, etc. On sera à la peau qui pend, ça risque de vraiment poser problème. Alors, comment savoir? Il va falloir consulter le site internet de la mairie. Alors soit vous allez rechercher le DICRIM, ça veut dire document d'information communale des risques majeurs, c'est souvent une plaquette qui est distribuée à tout le monde où vous pouvez en demander en mairie et à l'intérieur seront recensés tous les risques potentiels de la ville. Ça va être par exemple avalanche ou inondation à cause d'une rupture de barrage, etc., etc. Ou soit on va parler de PCS, de plan communal de sauvegarde, et là on va vous indiquer quelles seront les conduites à tenir si jamais il y a cette problématique, ou les PPMS, les plans particuliers de mise en santé. Et donc on voit que dans le cadre de la menace terroriste, il peut y avoir également par exemple une fusillade. Ici à la Défense, il y a des crèches à l'intérieur de la Défense,
il faut que le service gestionnaire, quand ils savent qu'il y a une attaque ou une fusillade ou une menace terroriste ou un gros problème, qu'il faut absolument se confiner, il va falloir qu'ils organisent téléphoner à Auchan, la Défense, Castorama, les entreprises, les crèches, les mini-magasins, leur donner une procédure en disant « fermez vite le magasin, il y a une fusillade en cours ». Donc là, ils appliquent directement le protocole menace terroriste ou intrusion malveillante. Voilà. Alors effectivement aussi, il y a toujours la fameuse sirène qui va sonner 3 fois 1 minute 41. Donc je vais vous faire écouter le son. Ça sonne pendant 3 minutes 1 minute 41. Ça s'arrête 5 secondes. Ça recommence 1 minute 41 de façon modulée. Ça s'arrête 5 secondes et ça recommence 1 minute 41. Donc là, c'est sûr que la sirène, jusqu'à présent, ça a très bien fonctionné, alors que, par exemple, maintenant, les structures sont très étanches, il y a toujours un brouhaha, et c'est très compliqué de trouver, d'entendre la sirène. D'autant plus qu'il y a des mairies qui ne sont pas équipées de sirènes. Il faut s'imaginer ça plutôt dans les années 80, où on appelait les pompiers au moyen de cette sirène. Pendant la guerre, les gens se confinaient dans la cave parce qu'il y avait les bombardiers allemands qui étaient au-dessus de nos têtes. Et c'est vrai que si jamais il y avait eu un accident industriel, c'était la seule manière de prévenir la population. Ça, c'est toujours un moyen, mais c'est pas le moyen idéal. Le moyen idéal, c'est quand même l'application SAIP. Voilà. Donc, comment informer la population? Il y a soit les sirènes, les radios, donc Radio France et France Télévisions, l'application mobile SAIP et des panneaux à messages variables. C'est par exemple la ville de Montpellier, lorsqu'il y a une tempête qui va arriver, ou on peut s'imaginer sur Saint-Martin ou Guadeloupe lorsqu'il y a eu les ouragans, 2 jours avant la tempête, ils prévenaient toute la population au moyen de ces panneaux lumineux en disant confinez-vous, attention submersion rapide, il va y avoir une montée rapide des eaux, et du coup ça permettait de s'organiser soit pour fermer la structure, soit limiter l'accueil des enfants, ou peut-être n'ouvrir qu'à partir d'une certaine heure, parce que si par exemple il y a une pluie verglaçante, généralement tous ceux qui vont prendre les voitures risquent d'avoir un accident de circulation, et du coup il vaut mieux reporter l'ouverture d'une crèche. Donc ça sera sur ces décisions des directrices par le biais des responsables de secteur. Alors il y a des alertes particulières, notamment tout ce qui est à proximité de centrales nucléaires. Généralement, il peut y avoir un système d'alerte inhérent à proximité de ces centrales. Souvent, on parle de 10 km et avec la distribution des pastilles d'iode qui sont là uniquement pour saturer la thyroïde. Et les cas particuliers, ce sont les longs des cours d'eau quand il y a des lâchers d'eau. Mais en plein centre-ville, c'est très rare de trouver ces types cornes de brume. Voilà. Alors, une petite vidéo pour vous parler de ces ruptures de barrage. Construit au milieu des années 50, le barrage de Mervan sert principalement de réserve pour la production d'eau potable, mais c'est aussi un rempart aux éventuelles crues de la rivière Vendée. Car si le barrage qui se trouve juste derrière moi venait à céder, toute la vallée serait inondée. En quelques minutes seulement, la ville de Fontenay-le-Comte pourrait se retrouver les pieds dans l'eau, d'où l'importance de faire ce genre d'exercice d'évacuation. Les enfants, évacuation, vous allez prendre vos manteaux, vous mettez devant la porte en rang, Pascal vous compte. C'est l'effervescence dans la classe de grande section. Un message laissé sur le répondeur explique au directeur qu'il doit évacuer l'école de toute urgence. Très vite, les 62 élèves sont rassemblés et toute l'école se met en marche. Direction la salle René Cassin, située sur les hauteurs de la ville. Ça ne m'inquiète pas, c'est juste, ça montre justement un peu le dispositif qu'il faut qu'on puisse mettre en place. Ça peut aussi montrer les dysfonctionnements. Donc là, par exemple, c'est le répondeur qui a pris le message. Donc après, on m'a pas rappelé pour me redire la situation. Donc voilà, ce sera à régler. Mais pour l'instant, pas question de se laisser déconcentrer. Il faut suivre le parcours qui a été défini en amont par la municipalité et surtout se dépêcher. Pas toujours facile avec les enfants de petite section.
En tout, il aura fallu 20 minutes à l'école maternelle pour arriver à bon port. Une évacuation un peu longue pour l'adjointe aux affaires scolaires, mais qu'il faut relativiser. C'est un peu long, oui, sachant que les enfants sont mis en sécurité aussitôt qu'ils sont au niveau de la salle des OPS de la Banque de France. Donc bien avant l'espace Cassa où a lieu le rassemblement. Des lieux qui se situent déjà un peu plus sur les hauteurs de la ville. Et à la fin de l'exercice, c'est l'heure du bilan. Cela faisait 5 ans qu'aucun exercice avait été organisé, alors il faut tout reprendre à zéro. Mais dans l'ensemble, tout s'est passé dans le calme. À partir du moment où toutes les écoles ont eu l'information d'évacuation et que les enfants ont pu sortir à temps, effectivement, c'est plutôt satisfaisant. Voilà. Donc, dans le cadre des plans communaux de sauvegarde, il peut y avoir également un système d'alerte, soit un SMS qui est envoyé par la municipalité, mais avant ça, il faut d'abord s'inscrire au niveau de la mairie, ou un appel téléphonique qui informe qu'il y a une problématique. Ensuite, on va parler du contenu du message d'alerte. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire lorsqu'on va prévenir les secours? Donc, c'est d'abord décliner son identité, le lieu de l'accident, la nature, le nombre de victimes, l'état des victimes et les actions déjà engagées. Voilà. Donc là, on va attaquer directement les procédures à faire lorsqu'il y a soit une intrusion malveillante ou soit une vigilance attentat. Donc, on parle bien des deux. C'est vrai que si on se focalise uniquement sur les attentats, c'est un peu anxiogène et c'est pas forcément que pour ça qu'on va travailler. Donc je vous rappelle d'abord les 3 points. C'est d'abord une fusillade en cours ou une problématique, un problème à proximité de la crèche. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on réagit. Deuxièmement, il y a une intrusion malveillante à l'intérieur de la crèche pour un vol. Quelqu'un qui est rentré dedans parce qu'il voulait aller aux toilettes, ou alors, une fois, c'est arrivé, il y a une personne qui était un petit peu bizarre et qui a voulu récupérer un enfant. Il ne connaissait pas le nom de famille, mais il connaissait son prénom, il arrivait à le décrire, en disant que les parents avaient eu un accident et qu'il souhaitait récupérer l'enfant sur demande des parents. Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'abord la professionnelle, elle l'a trouvé très suspect et ensuite elle a été récupérer le cahier des personnes autorisées à récupérer l'enfant et en disant qu'elle ne pouvait pas le donner car il ne figurait pas sur la liste. Et comme il devait récupérer également son petit frère qui était à l'école maternelle, du coup elle l'avait enjoint d'aller récupérer d'abord l'enfant à la maternelle et qu'ensuite il trouverait une solution. Parallèlement à ça, quand il est parti, elle a appelé les parents. Les parents, évidemment, n'avaient pas eu d'accident et ils étaient complètement catastrophés en disant surtout ne le donnez pas, il faut surtout pas le faire. Ils ont appelé la police, la personne a été accueillie à l'école maternelle. En fait, c'était une personne psychologiquement qui était atteinte et qui souhaitait récupérer les enfants, on ne sait pas dans quel but. Mais on voit que ça peut être le cas d'une intrusion malveillante. C'est-à-dire que quand elle a vu ça, elle a demandé à ses collègues de mettre les enfants en sécurité et de se confiner à l'intérieur de l'établissement. Ou alors c'est encore le parent qui veut récupérer son enfant alors qu'il n'a plus l'autorité parentale. Donc ça, c'est la situation numéro 2, c'est l'intrusion malveillante. Et la situation numéro 3, c'est une personne qui est rentrée directement dans la structure. Donc qu'est-ce que l'on va donner comme information? Alors d'abord, pour préparer un petit peu le protocole interne, vraiment spécifique à la crèche, d'abord on va se renseigner auprès des mairies. Alors soit le plan communal de sauvegarde, soit le document d'information communale sur les risques majeurs, avec des brochures, le site internet. On va d'abord se renseigner sur savoir quels sont les risques inhérents à sa structure. Et pourquoi pas ne solliciter le risque prévention de la municipalité. En plus, ils sont hyper avenants par rapport à ça. Souvent, la personne qui s'occupe de la sécurité adore parler de tout ce qu'il pourrait y avoir comme problématique. Et plus il y aura un concours entre les deux entités, et plus ce sera bénéfique pour la structure. On peut également solliciter la police, la gendarmerie, la police municipale qui sont en jeu, et connaître les numéros d'urgence par rapport au numéro 114. Alors, d'abord, il faut qu'une personne s'occupe de la sécurité. Ça peut être soit la directrice, soit son adjointe, soit une continuité de direction, soit une secrétaire, ça peut être n'importe qui. Si une personne est volontaire pour organiser tout ça, au contraire, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, d'abord, il faudra analyser les vulnérabilités du site dans l'environnement. C'est-à-dire savoir
Est-ce que c'est une crèche qui est plutôt clôturée et cloisonnée, ou est-ce que c'est une crèche qui est ouverte directement sur l'extérieur? Par exemple, si on peut voir ce qui se passe à l'intérieur de la crèche depuis la rue, eh ben, peut-être qu'il faudra trouver opacifier les vitres. Si jamais on peut rentrer par l'arrière en cassant une vitre, peut-être qu'on mettra des barreaux. Tout ça, en fait, il faut d'abord l'analyser et trouver des solutions, soit qui sont viables, soit qu'on ne peut pas réaliser parce que soit on n'a pas le budget, ou soit c'est pas autorisé. Ensuite, on va envisager les différents types d'attaques, que ce soit interne ou externe. En fait, il faut que vous sachiez quels sont les sites sensibles à proximité de l'établissement. Alors, si vous êtes en pleine campagne, il n'y aura pas de danger à proximité. Par contre, si vous êtes en centre-ville et qu'il y a des lieux de culte, des écoles, des salles de spectacle, des centres commerciaux et des choses comme ça, des mairies, eux, ce sont quand même ou un commissariat, ce sont quand même des lieux privilégiés pour les attaques terrorisme. Et du coup, on essaiera d'adapter les scénarios en fonction de votre évacuation. C'est-à-dire que si l'entrée de la crèche donne en face d'un lieu de culte, peut-être qu'on privilégiera plutôt l'arrière de la crèche en cas d'évacuation. Ou de confinement même d'ailleurs. Ensuite, on va identifier tous les accès et les cheminements possibles, sans oublier par exemple l'issue de secours qui donne souvent sur la cuisine, qui est des fois calée, etc., etc. Et voir si on ne peut pas améliorer la solution, par exemple obliger les gens ou les cantinières à fermer ses portes, même en journée, pendant l'exploitation de la crèche. Ça peut être également, par exemple, vous avez des personnes qui peuvent rôder autour de la structure. Dans ce cas-là, il faudra déterminer une procédure pour pouvoir appeler la police et demander qu'est-ce que fait cette personne à proximité de l'établissement. Ça peut être également, par exemple, vous avez toujours les mêmes personnes qui font les livraisons et un jour, vous avez une autre personne sans que vous soyez au courant. C'est-à-dire qu'au niveau des fournisseurs, il faudra leur demander éventuellement le nom de la personne, une copie de la pièce d'identité. Comme ça, le jour où elle se présente au niveau de la structure, vous savez qu'elle va arriver. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas, alors que vous n'avez pas d'intervention ou que vous n'avez jamais eu l'habitude de voir cette personne, il faudra contacter dans ce cas-là le fournisseur pour lui demander si c'est bon ou pas pour cette livraison. Ensuite, on va envisager les moyens d'action potentiels. Soit par arme automatique, arme blanche, véhicule bélier. Par exemple, s'il y a un parking qui est juste devant la structure, peut-être qu'on fera une demande en mairie pour poser des plots et éviter que les gens ne se parquent devant la structure. Ça peut être valable pour les voitures, pour les motos et les choses comme ça. Ensuite, on va déterminer les mesures de corrective adéquates. Donc, on va limiter le nombre d'accès au niveau des structures, on va filtrer les personnes qui vont rentrer à l'intérieur, peut-être réagencer les espaces d'accueil, notamment tout ce qui est à entrée, surveiller les circulations internes, instaurer ou modifier une signalisation des accès et des lieux. Donc, dans le cadre, par exemple, limiter le nombre d'accès et surveiller les circulations internes, on a l'exemple d'une crèche qui un jour m'a expliqué. La directrice, elle avait son bureau juste en face de l'entrée de la structure. Et en fait, ce qu'elle a vu, c'est qu'il y a une mère de famille qui est sortie de la structure et il y a un enfant qui l'a suivi sans que la mère le sache. Sur cet entrefait, il y a un père de famille qui rentre avec son enfant et en fait, le père a ouvert la porte à l'enfant pour le laisser sortir pensant qu'il suivait sa mère. Et du coup, la directrice, en voyant ça, elle a vraiment eu peur qu'il y ait l'enfant qui sorte. Et du coup, elle a été interpeller le père de famille en lui disant, surtout, il ne faut jamais faire ça, il ne faut jamais laisser sortir un enfant comme ça tout seul. Et il dit, oui, mais moi je croyais que c'était sa mère. Non, non, pas du tout, il ne faut pas faire ça. C'est pour ça que lorsqu'on fera la formation soit au personnel ou soit aux parents, il faudra bien leur expliquer toutes les règles et qu'il faut être très vigilant avec ces portes, ces entrées. Et c'est pour ça qu'on marque qu'il faut limiter le nombre d'accès aux personnes qui rentrent à l'intérieur. Ensuite, on va établir un protocole qui concerne le signalement des comportements suspects
Alors ça peut être par exemple une personne avec une capuche, il fait 31 degrés dehors, la personne est suspecte et puis on voit qu'elle regarde par-dessus à travers les vitres ou on dirait qu'elle fait un repérage. Alors là, faut pas hésiter, faut appeler la police tout de suite, c'est pas de la délation. Et si après la personne n'a aucun reproche à se faire, la police le laissera tranquille, mais au moins ils auront l'identité. Ensuite, on va établir les procédures de sécurité, savoir ce qu'il faut faire, ce sont des fiches réflexes, ainsi que des moyens d'alerte internes et externes à disposition du personnel et de l'équipe de direction. Voilà. Alors, comment faire l'état des lieux de l'exposition de la crèche au risque? Est-ce qu'il est possible de rentrer dans la structure autrement que par la porte d'entrée? Par exemple, le jardin. Est-ce qu'il faudrait peut-être rehausser les palissades? Est-ce qu'il faudrait occulter certains endroits? Et notamment le hall d'immeuble. Alors, dans ces halls d'immeubles, généralement, la personne qui est à l'extérieur sonne à la crèche, la porte est ouverte. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui rentrent au même moment, et du coup, lorsqu'ils sont devant la porte de la crèche, la professionnelle pensant qu'il n'y avait qu'une seule personne, elle ouvre la porte. Or, il y en a deux qui rentrent dans la crèche, et c'est ça qui peut poser des problèmes. Donc ça, il faudra bien expliquer aux parents qu'on ne laisse rentrer qu'une personne par personne. Ce n'est pas la malpolitesse, ni de l'amabilité, de la mauvaise amabilité, mais en fait, il ne faut surtout pas laisser plusieurs personnes rentrer en même temps. Est-ce qu'il y a des bâtiments à proximité susceptibles d'être pris pour cible? Des lieux de culte, des écoles, des commissariats, mairies, établissements, magasins. Est-ce que la configuration des abords immédiats de l'EHJE est favorable à une évacuation sûre et rapide? Alors, rapide, ça peut être par exemple utiliser un jardin extérieur pour pouvoir sortir. Encore faut-il que les fameux lits à roues, si jamais les enfants ne marchent pas, puissent pouvoir passer sur ce genre de choses. Attention à l'encombrement du sol, hein, quand il y a trop de jouets, on ne peut pas évacuer. Et peut-être déterminer des mesures de sécurisation permanente, intervenir sur l'opacité des vitrages, des films, des grilles, etc. Isoler visuellement la cour avec des brise-vue et surveillance de l'extérieur. Si c'est pas éclairé très bien, eh ben, peut-être qu'on demandera de rajouter un éclairage à la municipalité. Ça peut être par exemple le stockage des poubelles. Si jamais il vaut mieux privilégier le stockage à l'intérieur de la structure, comme ça, si jamais il y a des boîtes qui traînent et qu'il pourrait y avoir une bombe à l'intérieur, ou même une personne cachée, ça pourrait poser des problèmes. Alors je vous rappelle qu'il y a une circulaire qui date de 2016 et qui oblige toutes les structures à rédiger un protocole de sécurité et qui demande à ce qu'il y ait 2 exercices de confinement par rapport au plan particulier de mesures de sûreté ou par rapport à la menace terroriste. Et donc il va falloir le rédiger assez urgemment. Alors d'abord il faut établir une procédure pour les différents cas. Une conduite à tenir doit être prévue dans information d'une menace terroriste à proximité de la structure, intrusion malveillante et menace terroriste avérée au sein de la crèche. Ensuite, il faut déterminer si on évacue, alors ça ce sera l'éternelle discussion, ou s'il faut se mettre à l'abri. Donc ce qui est privilégié, c'est plus la mise à l'abri pour les 2 premiers cas de figure. Par contre, s'il y a une menace terroriste avérée au sein de la crèche, une intrusion avérée, et ben là, il vaudrait peut-être mieux évacuer. Donc on donnera tout à l'heure les 3 conditions pour qu'il faille évacuer, mais c'est vrai que si vous privilégiez le confinement et qu'il y a des bébés qui pleurent, on va droit à la catastrophe. Donc dans un cas, s'il y a du bruit, le terroriste viendra vers vous, donc ça c'est le confinement. Et c'est vrai que si vous décidez de partir en urgence, bah vous allez forcément oublier des enfants, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, déterminer s'il faut évacuer ou se mettre à l'abri. Si une consigne officielle a été communiquée par les forces de sécurité, si vous disent vous confinez, vous confinez. Si vous disent de sortir, il faut sortir d'urgence. On ne réfléchit pas, on sort. Dans l'attente d'une consigne, si l'attaque a lieu à l'extérieur du site, la mise à l'abri est préférée à l'évacuation. Ça, c'est tout le temps vrai. Par contre, si l'attaque a lieu à l'intérieur du site, eh ben, soit on évacue, ou soit on fait une mise à l'abri. Alors, pour envisager une évacuation, les 3 conditions sont 1. Avoir identifié la localisation exacte du danger. Il faut bien que ce soit à l'intérieur du bâtiment, et souvent c'est à l'entrée principale de la structure. Ensuite, la possibilité que la majorité des personnes présentes du site puissent s'échapper sans risque. Parce que c'est vrai que s'il n'y a que la professionnelle qui sort et qu'elle laisse les enfants à l'intérieur, bah, ça fera vraiment mauvais genre, quoi. Et ensuite, que l'alerte a bien été donnée en interne et en externe. Voilà. Alors,
il va falloir déterminer un moyen de communication avec les professionnels de la structure. Alors généralement, ça va être un mot particulier. Donc des fois, il y en a qui sont très marrants. L'autre fois, c'était couscoussière dans une crèche. Dans une autre crèche, c'était cocotte minute. Et du moment qu'il disait cocotte minute, il savait qu'il fallait absolument confiner la crèche. Alors déjà, il faut s'en rappeler. Puis en plus, c'est très dur de le placer dans une conversation parce que normalement, c'est un mot qui doit passer inaperçu. C'est-à-dire qu'il faut que celle qui va déclencher l'alerte, par exemple, qui essaie de temporiser une personne à l'entrée de la structure, discrètement puisse dire à ses collègues « cocotte minute ». Et ça va être quand même assez délicat. Alors c'est soit un mot de passe, ou soit on peut avoir ce type de système d'alarme. Alors ça coûte un petit peu cher. Dès qu'on appuie dessus, ça va donner des mesures d'obligation de confinement. Voilà. C'est différent d'une alarme incendie. Qu'on peut avoir comme alternative, qui ne coûte pas très très cher et qui peut être super intéressant, ce sont des sonnettes que l'on trouve à Castorama, Leroy Merlin ou dans des entreprises de bricolage. Et en fait, c'est un petit bouton sans fil, qui fonctionne à pile et que l'on branche et que la sirène est branchée sur une prise. Et ce qui serait intéressant, c'est de les mettre en réseau. C'est-à-dire qu'un bouton sonne les 2 ou 3 sonneries que l'on pourrait trouver dans les sections. Et que tous les boutons puissent déclencher ces 2 ou 3 sonneries. Notamment, par exemple, on pourrait imaginer un bouton dessous le bureau de la directrice qui se trouve à l'entrée de la structure. Et dès qu'elle voit une intrusion malveillante, elle fait sonner. Donc, il peut y avoir plusieurs trucs. Il peut y avoir plusieurs coups. Par exemple, ça va faire ding-dong, ding-dong, ding-dong. Dans ce cas-là, c'est confinement. Et si on fait ding-dong, 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 ding-dong continuellement, et ben ça veut dire qu'il faudra impérativement évacuer. Voilà, ça coûte pas très très cher, ça coûte à peu près 20 €. Et vous pouvez en mettre à l'intérieur de la structure. Alors, comment se mettre à l'abri? Donc dans ce plan de mise en sûreté, par exemple, prenez les plans de la crèche, ou dessinez-les à la main, et vous allez indiquer les salles présélectionnées, parce que elles vous intéressent. Alors ça va être des fois un dortoir, ça va être une salle de jeu, ou des choses comme ça, parce que celles-là sont situées de manière à pouvoir se confiner. Alors par contre, rien n'empêche de faire des petits aménagements dans ces salles. Notamment mettre un verrou ou juste un loquet pour pouvoir fermer la porte. Si jamais il y a une vitre qui donne accès à cette salle, on peut très bien imaginer, par exemple à Ikea, prendre un rideau occultant que l'on descend si jamais il y a un confinement à l'intérieur, ou un carton que l'on poserait directement sur cette vitre. Comme ça, la personne ne peut pas s'apercevoir de ce qui se passe à l'intérieur de cette salle. Et peut-être ajouter du mobilier qui est un petit peu plus lourd pour pouvoir se barricader à l'intérieur. Et donc, dans chaque section, que ce soit la petite, la moyenne ou la grande, on va trouver des salles présélectionnées, où ça peut être la même pour tout le monde. Et à l'intérieur, on retrouvera la caisse PPMS, c'est la caisse de plan particulier de mise en sûreté. Où à l'intérieur, on a du scotch, une radio et des choses comme ça. Ensuite, il faut la possibilité d'une communication discrète. Et ça, dès qu'il y a une personne qui est recrutée au sein de l'établissement, eh ben, on lui donnera toutes ces informations pour qu'elle puisse appliquer le PPMS, voilà, entre les adultes présents. Pour chaque salle de mise à l'abri, le comportement adapté pour se barricader. Et donc, on donnera à l'intérieur de cette salle c'est une fiche réflexe qui vous indiquera tout ce qu'il faut faire en attendant que les secours arrivent. La meilleure manière de se servir de mobilier, est-ce qu'on laisse éteindre les lumières, disposer des tables, baisser les volets roulants, etc. Et pour chaque salle de mise à l'abri, la liste des équipements et des activités nécessaires afin de rester à l'intérieur pendant au moins 5 heures, puisqu'on estime qu'un plan particulier de mise en sûreté va durer à peu près 5 heures, que ce soit des fusillades ou des choses comme ça, c'est à peu près 5 heures de temps. Alors, normalement, c'est le kit de survie, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'il faudrait avoir, c'est une réserve d'eau et de gobelets, parce que cette salle de mise en sûreté, elle servira aussi bien en cas de menace terroriste qu'en cas d'accident industriel. Et donc, il ne faut surtout pas, ou par exemple sur une menace nucléaire, consommer de l'eau depuis l'extérieur. Donc, les bouteilles d'eau, ça peut être pas mal du tout. Puis surtout, si on est confiné, on ne peut pas casser cette barrière de confinement. Et généralement, on dit que les salles de confinement, c'est bien d'avoir une pièce d'eau pour pouvoir boire ou aller au petit coin.
Une réserve alimentaire, gâteau sec, compote, petits pots, biberon, tétine, doudou, change, poste radio avec des piles, des écouteurs et une manette pédagogique. Voilà. Et en cas de confinement, ruban adhésif pour calfeutrer les ouvertures, avec une fiche type de consigne de sécurité qui vous indiquera toutes les procédures appliquées. Comment évacuer? Donc, que le parcours, le mien, bonne pratique. Alors, sur un plan, on doit déterminer tout ce qui est évacuation. On va prendre en considération l'âge des enfants. Ceux qui marchent évacuent en courant ou en marchant. Par contre, ceux qui ne marchent pas, il va falloir les mettre dans les lits. Ce que l'on va retrouver souvent dans les structures, c'est un lit particulier d'évacuation, qui est souvent situé à proximité de la porte. Parce que généralement, quand on fait un exercice d'évacuation avec des lits, il y a toujours une ou deux roues qui cassent et après, ce lit n'est plus du tout utilisable. Du coup, ce que l'on voit, c'est un lit particulier avec une étiquette dessus, lit d'évacuation. C'est un lit qui est un petit peu renforcé et celui-là est un peu plus costaud et ne casse pas, et surtout on peut l'utiliser pour prendre des abords un petit peu abrupts, et il est beaucoup plus manœuvrable que les autres. On peut déterminer que le parcours privilégié est susceptible d'être changé en considération de la localisation du danger. Et sur un plan, les abords d'établissement, les lieux lesquels évacuer. Alors c'est-à-dire que si par exemple on est en plein centre-ville, peut-être qu'on demandera avant à un commerçant si jamais on peut mettre les enfants à l'intérieur de son magasin pour pouvoir se confiner. Mais ça peut être un commissariat, un voisinage, plusieurs lieux de regroupement en fonction des issues de secours. Et la bonne pratique, donc, c'est l'utilisation des lits pour l'évacuation qui est possible. Donc on mettra à l'intérieur d'un lit à roulette entre 5 et 6 bébés, pas plus. Hein. Dès qu'on atteint 7, ça atteint vite la bétaillère. Comment réagir si un événement survient pendant une sortie? Normalement, pendant un petit moment, il était interdit de faire des sorties dans les structures, par rapport à la menace terroriste. Mais c'est vrai que maintenant, on essaie de sortir les enfants parce que c'est quand même beaucoup plus ludique de les sortir. Ce que vous pouvez faire, c'est demander, prévenir la police municipale que vous allez sortir, par exemple pour visiter une caserne de pompiers, aller au parc, ou des choses comme ça. Et juste les informer et toujours sortir à deux. Hein. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, il va falloir donner des informations aux familles. Alors, les familles ce sont des gens avec qui vous pouvez discuter de ça. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une réunion d'information en début d'année avec les parents pour leur donner toutes les consignes qu'il va falloir faire et surtout savoir ce qu'il ne faut pas faire. Alors, par contre, on ne va pas leur donner toutes les informations. C'est-à-dire que les salles de confinement, normalement, ça doit rester secret. Il n'y a que les professionnels de la structure qui connaissent leur lieu de confinement. Je vais revenir un peu en arrière. Les informations concernant la manière dont l'établissement réagira, on leur donnera cette information. Par contre, les lieux de PMS, les musées à l'abri, restent confidentiels. Et les informations concernant que l'établissement se met en mesure de réagir face à ces situations d'urgence. Sur les exercices, notamment en ce qui concerne les enfants. On peut leur demander aussi, voilà, on a fait un roi du silence aujourd'hui, on a joué au chat ou le loup. Est-ce que l'enfant n'a pas trop été perturbé? Est-ce qu'il n'a pas eu un sommeil trop agité? Ça permet aussi d'échanger avec les parents. Donc il est conseillé aux gestionnaires de AJE d'informer les parents qu'un protocole de mise en sûreté a été mis. Donc du coup, quelque part, ça va essayer de réconforter les familles en faisant en sorte de normaliser le risque attentat. Et qu'en cas d'incident, il faut éviter que les parents ne viennent sur les lieux ou n'encombrent les lignes téléphoniques. Il ne faut surtout pas qu'ils viennent. Voilà. Même s'ils sont stressés, il faut leur dire que dans la mesure du possible, les familles seront tenues au courant. Alors, ce sera un échange avec les SMS à l'intérieur de la structure, qui passera soit par la directrice si elle n'était pas présente à l'intérieur de la structure, ou soit une responsable de secteur. Et elle, avec l'annuaire des parents, elle communiquera et elle informera tout le monde en temps réel sur les informations dont elle dispose à l'intérieur. Si jamais ça va mal, là du coup ce sera la police qui communiquera avec les parents. Mais les parents ne doivent pas venir chercher les enfants, ils ne doivent pas communiquer avec les professionnels qui sont à l'intérieur de la structure. Voilà. Et dire aux parents que les informations seront communiquées dès qu'ils pourront. Initier les parents à être vigilants sur la fermeture des portes. Donc en fait il y a un logo qui existe, voilà, c'est celui-là, qui a été fait par le ministère de l'Intérieur ou les allocations familiales, et qui disent en fait il faut fermer ces portes parce qu'il y a des sécurités au niveau des portes, souvent avec des interphones, où c'est la professionnelle qui ouvre la porte,
Si les parents ne ferment pas ces portes et qui ne contrôlent pas la fermeture effective, du coup, elle risque d'être ouverte et puis il peut y avoir des intrusions malveillantes. Donc, il faut demander aux parents de fermer correctement les fenêtres et puis les portes. Et surtout, c'est une personne par une personne. C'est pas de la maladresse de dire, écoutez, je rentre à l'intérieur, vous ressonnez et puis après vous rentrerez si la crèche vous l'autorise. C'est comme ça que ça doit se passer. Et ne pas être accompagné par des adultes mal identifiés par une équipe. Voilà, vous ne devez jamais être accompagné par d'autres personnes. C'est à la limite un parent ou deux parents, mais jamais d'amis qui viennent récupérer les enfants à l'intérieur. Sauf si c'est une habitude. Ça peut être à la famille, des choses comme ça. Et surtout, associer les parents à la vigilance. Par exemple, il y a une situation inhabituelle. Sachant que les parents peuvent être de très bons conseillers sur l'organisation de la sécurité incendie, la sécurité menace attentat. Donc, il est proposé aux gestionnaires de la GIE d'indiquer dans le règlement intérieur que les parents ne doivent pas venir chercher les enfants en cas de situation d'urgence. Donc, en récupérant les enfants, ils se mettront en danger eux-mêmes. Alors, vous devez donner la nature des risques encourus, attentats, intrusions malveillantes, risques chimiques, mesures de prévention et de protection mises en œuvre par l'établissement, l'évacuation ou confinement ou mise en sécurité, ne pas communiquer sur les lieux de confinement, ça on le répète, indiquer que les professionnels sont entraînés et que les parents la conduite à tenir que les parents devront avoir pour préserver le plus efficacement la sûreté des enfants. Alors, ça peut être dans le cas d'un courrier, ça peut être donné le jour de la réunion, vous donnez un courrier puis ça rappellera tout ce qu'il faut faire. N'allez pas chercher vos enfants pour ne pas les exposer, ni vous-même ni les enfants, qu'un plan de mise en sûreté a été réalisé. Ne téléphonez pas, n'encombrez pas les lignes téléphoniques. Les familles ont besoin de savoir comment elles vont être prévenues au cas. Ce seront soit par la responsable de secteur, soit la directrice, ou soit par la police. Que les relais numériques peuvent faciliter la communication en cas d'alerte, notamment l'application SAIP ou les réseaux sociaux du gouvernement, Facebook ou Twitter. Au quotidien, il faut inciter auprès des familles sur le rôle d'observation des entrées et des sorties. Préciser que ne pas tenir la porte à une autre personne, ce n'est pas un signe d'impolitesse ou de discourtoisie dans ce contexte. Prêter au concours demande de contrôle et de surveillance de l'établissement et à la sécurité de l'établissement. Si jamais c'est une autre personne qui devrait récupérer l'enfant, c'est prévenir bien à l'avance et donner toutes les informations sur l'identité de cette personne. Et signaler éventuellement dysfonctionnement, soit par exemple ça peut être l'interphone qui ne fonctionne pas, ou soit qu'un portillon qui doit être normalement tout le temps fermé ne ferme plus. Ne pas stationner voiture et moto aux abords des établissements pour éviter tout attroupement devant. Et c'est comme ça qu'il est possible de garantir la sécurité de l'accueil des enfants sans divulguer les informations confidentielles. Maintenant, c'est comment informer et former le personnel. Donc, c'est l'objet de cette formation. Et donc, on va communiquer quand même en interne, surtout pour les nouvelles professionnels qui viendraient intégrer le réseau People and Baby. Donc, en vue de garantir une bonne circulation, il est important de responsabiliser les membres de la GIE et de déterminer le rôle de chacun, que ce soit au niveau du continuité de direction, qui peuvent être plusieurs personnes, et surtout dans les sections, notamment pour la mise en place du plan particulier de mise en sûreté. Organiser une reconnaissance du site et des environs, soit extérieur, intérieur. Si le rôle du responsable sécurité est confié à la même personne, mettre à jour les textes internes qui l'organisent. Afficher les espaces réservés au personnel, les sources d'informations ainsi que les numéros utiles en cas d'urgence, notamment le fameux 114, ou les procédures d'appel internes au niveau de la crèche, en n'oubliant pas de faire le 0 s'il y a besoin, et si jamais il n'y a plus d'électricité, c'est de prendre le téléphone portable. En complément de ces mesures, on propose de travailler en équipe sur la gestion du stress et la répartition des rôles, et de faire des exercices 2 fois par an. Éventuellement la conduite à tenir pour aider une personne ou un collègue qui perd ses moyens. Faire le lien avec les situations déjà connues. On a tous entendu parler dans des crèches qu'il y avait par exemple une fuite de gaz à l'extérieur et que les pompiers ont demandé soit de confiner, soit d'évacuer la structure. Du coup, on peut partir de cette base pour essayer d'améliorer ou de trouver des solutions par rapport au confinement ou à l'évacuation. Et ensuite, réfléchir à l'articulation entre les mesures de mise en sûreté et les pratiques professionnelles quotidiennes. Bien qu'il soit déjà formé à la protection des enfants, il est important de sensibiliser le personnel. Donc on doit s'assurer, par exemple, que la connaissance et la maîtrise de tous les moyens d'alerte est connue et testée de manière régulière. D'organiser des exercices en vrai, 2 fois par an.
Ensuite, d'identifier les activités à faire avec les enfants en cas de mise à l'abri prolongée. Et on va vous proposer, avant, ce sont des exercices avec les enfants pour pas qu'ils fassent de bruit ou pour jouer à se cacher. Ça, c'est vraiment très important. Alors, c'est vrai que là, on parle des enfants qui commencent à comprendre ou qui marchent. Après, si ce sont des bébés ou des nourrissons et qui dorment, il est conseillé de ne pas les réveiller si jamais il y a une intrusion malveillante. Alors, afin d'éviter le sentiment d'insécurité, alors il est hors de question de se déguiser avec une Kalachnikov et puis de rentrer et puis de faire du bruit à l'intérieur, parce que là c'est sûr que vous allez appeler la cellule psychologique. Par contre, c'est vrai que de faire des petits jeux, ça peut sensibiliser vraiment les enfants, quoi. Donc éviter la possibilité d'intrusion d'une personne dangereuse, et préférable de leur parler des exercices pour apprendre à se cacher. Comment préparer ces enfants? L'objectif est d'aboutir par des entraînements progressifs et réguliers à la conduite rapide et silencieuse en cas d'intrusion d'attentat. Il s'agit donc d'exercer les enfants par les jeux en les entraînant à se cacher en silence. Éventuellement trouver des moyens pour calmer les nourrissons avant qu'ils ne crient. Quelques pistes pour apprendre à ne pas faire de bruit en fonction de l'âge des enfants. Imaginez un geste pour demander le silence symbolisant par exemple le poisson, ou une télécommande à laquelle on appuierait pour appuyer sur pause lecture. Chanter des comptines pour apprendre à ne pas faire de bruit, un doigt sur la bouche, chute comme ça. Jouer au roi du silence, effectuer des exercices de relaxation pour apprendre à rester calme. Quelques pistes pour apprendre à se cacher, organiser une course d'orientation au début d'année pour s'approprier les locaux, organiser des jeux de motricité, courir, sauter, lancer et se cacher. Puis amener la séquence de motricité dans un lieu réduit et se cacher en dernier sur la consigne de silence. Alors ils peuvent trouver des cartons, ils peuvent trouver à l'arrière dans un placard, ils peuvent entre deux lits dans un dortoir, et puis vous jouez à ce genre de choses. Dans l'espace extérieur de la crèche, apprendre vite regagner la crèche. Jouer avec des cartons pour se cacher, apprendre à ne pas avoir peur du noir. Jouer à la chasse à la souris, minuit dans la bergerie. Les souris et les moutons doivent se cacher pour ne pas être attrapés. Ou le jeu des statues, rester immobile, changer de position au signal donné par l'adulte. Et nous, on a déjà fait des jeux comme ça dans des structures où les enfants demandaient une couverture. Alors c'est vrai que normalement dans les dortoirs, il ne peut pas y avoir de couverture, mais ils avaient appris à faire des cabanes, jouer au des silences et se cacher sous des tables. Et rester confinés dessous au moins pendant 3 ou 4 minutes. Et du coup, ils étaient très contents. Voilà. Porter une attention particulière aux enfants qui présentent un handicap, alors que ce soit physique, il a du mal à se mouvoir, ou mental, ou un risque particulier. Par exemple, c'est un enfant qui est malvoyant ou sourd, du coup, il faudra vraiment veiller à les adapter. Ou ça peut être une personne un enfant qui est autiste, qui soit autiste. Dans ce cas-là, souvent, c'est soit des rituels qui vont réussir à les calmer, soit des doudous qu'on va leur donner, par exemple, ou une tétine. Comment organiser l'exercice? L'objectif est de réussir à se cacher à l'endroit où on se trouve, dans l'endroit le plus sûr à proximité, en silence pendant quelques minutes. Des exercices de 3 à 5 minutes, c'est largement suffisant. Les enfants doivent avoir tout suivi les entraînements. Rester éloigné du jeu. Éviter de mimer la réalité en choisissant par exemple des bruits d'explosion pour déclencher l'exercice. Alors, exemple de préparation, nous allons nous entraîner à nous cacher. Demain, la directrice va essayer de nous chercher, elle ne doit pas nous trouver. Où pourrions-nous nous cacher? Donc les enfants réfléchissent, des coins poupées, la réserve de matériel. Féliciter les enfants qui réussissent à se cacher en silence. Si l'exercice se déroule pendant la sieste et que le local permet de se barricader, il n'est pas nécessaire de réveiller les enfants. On aurait l'effet inverse. Et on donne des petites ressources pour savoir comment est-ce qu'on peut se confiner. Alors là, on a redonné l'affiche du gouvernement. Donc c'est bien s'échapper et se cacher. Donc là, c'est vraiment en menace réelle, oui, dans un bâtiment. Alors, on a les deux possibilités. Soit on évacue, soit on se confine. La majorité du temps, on va quand même se confiner. Par contre, c'est vrai que si c'est une intrusion dans la crèche et que la personne veut faire du mal aux enfants, il faudra peut-être privilégier l'évacuation dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, rester calme. Laisser toutes les affaires sur place. Dans la mesure du possible, se déplacer à couvert. C'est-à-dire en se baissant. Si par exemple il y a un muret, on se baisse pour pas se faire tirer dessus. Prendre la sortie la moins exposée, la plus proche. Utiliser un itinéraire connu, si possible aider les autres personnes à s'échapper. Alerter les personnes autour de vous. Dissuader toute personne à pénétrer dans la zone de danger. Et les enfants ne marchant pas, s'en déplacer au moyen d'un lit à barreaux. Demander le silence absolu.
Et se confiner, donc on va utiliser un maximum de mobilier, on encombre les portes, on éteint les lumières, on s'éloigne des cloisons, portes et fenêtres, on s'allonge au sol derrière des obstacles solides, fait respecter le silence. Téléphone portable, si vous en avez un en mode silencieux, pas de vibreur. Restez proche des enfants, des personnes fragiles émotionnellement et attendre l'intervention des forces de sécurité. Dès que les secours sont là, on reste enfermé et on attend que les forces de sécurité procèdent à l'évacuation. Évacuer calmement. Alors on dira souvent qu'il faut lever les mains quand on sort. Et rappel des outils, donc on a le téléphone portable, SMS par le biais du 114 ou système d'alerte et d'information aux populations. Donc les professionnels sont invités à conserver leur téléphone portable, donc ça ce sera le règlement intérieur qui l'autorisera, ou dans un endroit qui ne sont pas situés forcément dans la section, mais qui peuvent être pris rapidement. Les lieux de mise à l'abri sont équipés d'un mémo court. Afin de faciliter l'évacuation, le confinement des enfants, il faut prévoir de familiariser les enfants avec les jeux. Ouais. 2 exercices de confinement. Vérifier de temps en temps le fonctionnement du matériel, notamment de la radio ou des piles, si elles sont toujours d'actualité. Trouver le numéro de France Inter, donc c'est la fréquence, sachant que France Info c'est toujours 105.5. Par contre France Inter change, donc il faudrait rechercher avant quelle est la fréquence et éventuellement laisser le poste radio sur la bonne fréquence. Et pensez à actualiser les numéros de téléphone des familles. C'est vrai qu'il faudrait que la directrice quelque part ou la responsable de secteur ait les numéros des familles pour pouvoir les communiquer à distance. Voilà. Donc maintenant on a fait des fiches réflexes, donc là c'est menace attentat ou fusillade à proximité de l'établissement. Donc qu'est-ce qu'on va vous donner? Alors c'est soit vous êtes informé, soit l'application SCP. En premier, protéger les enfants, identifier la nature et le lieu de l'attaque. Déterminer les actions appropriées, information du personnel, coupure des sonneries de téléphone portable, déclenchement de la sonore, etc. Au regard de l'état des lieux, d'adapter la réaction. Donc généralement on va se mettre à l'abri. Contacter les forces de l'ordre locales, pour leur dire que vous allez vous confiner éventuellement par le biais du 114 ou du 17. Mettre en œuvre l'alarme interne, c'est-à-dire la mesure de confinement. Les professionnels chargés de la surveillance se barricadent tandis que la directrice ferme la crèche. Donc on demandera à fermer les volets, les portes, les fenêtres. Et on vérifie la fermeture effective des fenêtres. Ensuite, on ferme tous les accès à clé. Et éventuellement, on peut mettre un panneau sur la porte d'entrée, ne pas récupérer ses enfants, confinement en cours. Des contrôles d'accès peuvent être établis, il est hors de question, par exemple une mère de famille est devant la porte d'entrée, on la laissera rentrer dans ce cas-là. Mais il ne faut pas que le terroriste soit dans le champ de viseur, parce que autrement ça va poser des problèmes. Généralement, on dit que quand on s'est confiné, on ne peut plus casser la barrière de confinement. Si c'est par exemple un accident nucléaire, on ne pourra pas ouvrir la porte dans ce cas-là. Autrement, tous les enfants vont être contaminés. Le refus des intéressés entraîne le non-accès sur décision du chef d'établissement. Donc c'est vraiment la directrice ou la continuité de direction qui fera que soit on accepte de rentrer ou pas. Mettre tous les enfants dans une pièce de confinement, demander le silence, se barricader et se munir de la caisse PPMS et compter les enfants et le personnel. Se munir d'un téléphone portable, mettre sur vibration inactive et sonnerie éteinte. Prendre la fiche de présence et le listing des familles avec les numéros d'urgence. Contacter ou rester en contact avec les services de police. Contacter par SMS la responsable de secteur. La directrice, si elle n'était pas là, la mairie, le service gestionnaire de mise en œuvre de l'abri de la crèche. Si nécessaire, la responsable avisera les familles de ne pas se déplacer pour récupérer les enfants. Rassurer les personnes et attendre l'arrivée des secours. Une fois les secours arrivés, ne pas faire de gestes brusques, garder les mains levées et sortir. Maintenant, on a une personne qui est rentrée à l'intérieur de la structure. Donc là, ça va être un confinement, mais il va falloir tout de suite lancer l'alerte interne. Tente de rentrer sans autorisation, tentative de vol, présence, sans autorisation. Donc d'abord, il faut donner le moyen d'interne à la crèche, verbal ou sonnerie spécifique. Ensuite, déterminer les réactions appropriées, donc information du personnel, coupure des sonneries. Au regard de l'état des lieux effectués, les équipes responsables sont en mesure d'adapter leurs réactions. En fonction, c'est soit évacuation, soit souvent mise à l'abri. Contacter les forces de police, mettre en œuvre l'alarme interne, fermer tous les accès, et c'est marqué, la direction s'informe des intentions de la personne ayant pénétré dans la crèche. Les contrôles d'accès doivent être établis en cas d'accueil de victimes. Ouverture des sacs, des manteaux pour inspection visuelle. Le refus des intéressés entraîne la demande d'accès. Éteindre les lumières de la crèche,
surtout dans les pièces où ils se sont barricadés, mettre tous les enfants dans une pièce de confinement, demander le silence, se barricader avec des tables, des meubles, des objets, se munir de la caisse PPMS, d'échanges, des bouteilles d'eau, des jeux, de la nourriture, allumer la radio, compter les enfants, téléphone portable, mettre la sonnerie sur éteint, pas de vibration et prendre la fiche de présence. Maintenir les contacts avec les services de police, contacter la responsable de secteur, rassurer les personnes et attendre l'arrivée des secours. Une fois les secours arrivés, ne pas faire de geste brusque. Voilà. Donc là, c'était l'intrusion malveillante. Et si maintenant, c'est une intrusion avec une personne, un terroriste qui commence à faire du mal sur les enfants, souvent c'est soit l'évacuation, donc il faut bien les 3 conditions réunies, que l'alerte ait été donnée, l'utilisation précise du STINIS, et puis que vous pouvez prendre une majorité d'enfants et partir. Ou alors évacuation, mais dans ce cas-là, il faut vraiment être silencieux. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est gaz toxique, ça peut être par exemple du gaz sarin, un produit chimique. Donc d'abord, c'est protéger le nez et la bouche avec un linge humide, il va falloir faire ça sur les enfants, ça va être compliqué. Même si vous sentez pas, ne vous allongez pas, ne vous asseyez pas, vous ne pourriez plus vous relever. Quittez rapidement les lieux, sentant un danger, odeur anormale. Et si vous apercevez des gens en train de s'évanouir, les aider sans revenir sur les pas. Une fois à distance, retirez délicatement votre première couche de vêtements sans doucher l'extérieur, chercher à isoler, et les mettre si possible dans un sac plastique. Donc, déshabillez-vous complètement et lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Prendre une douche. Prendre un téléphone portable, prévenir les secours, ne rentrez surtout pas chez vous. D'abord, il faut se présenter à l'hôpital parce qu'il peut y avoir un risque bactériologique et d'un coup, vous serez examiné. Donc, on vous dira, ne serrez pas les mains, ne buvez pas, ne vous frottez pas les yeux, ne mettez rien à la bouche et ne fumez pas. Voilà. Donc là, on a fini tout ce qui était risque, menace, intrusion malveillante ou risque terroriste. Donc là, on va parler au risque technologique. Donc au niveau des accidents technologiques, des risques technologiques, on va voir tout ce qui est accidents industriels, les accidents nucléaires, les accidents avec les transports de matières dangereuses, ainsi que les ruptures de barrage. Donc pour commencer, les accidents industriels, on peut partir d'un exemple, par exemple Lyon, où on voit qu'il y a de nombreuses entreprises qui gravitent autour de la ville et qui craignent un petit peu. Notamment, c'est le rond jaune, où on voit que en fait, c'est l'entreprise Kémoine à Saint-Fond, et l'entreprise numéro 2 en violet, elle, c'est Arkema Pierre-Bénite. Donc, on voit que les gens qui sont situés, par exemple, à l'intérieur du rond jaune, ça représente à peu près 200 crèches. On voit qu'ils sont situés dans une zone dangereuse et qu'il y a nécessité de mettre en place les plans particuliers de mise en sûreté. Donc à l'intérieur, il n'y a que les accidents industriels. Il n'y a pas tout ce qui est bactériologique, par exemple le laboratoire P4. Il n'y a pas tout ce qui est accident nucléaire, etc., etc., etc. Alors, si jamais vous voulez avoir des informations sur quels sont les risques inhérents à votre secteur, en fait, il faut taper sur Internet, soit sur le site de la ville, ou soit vous tapez les risques majeurs, et puis vous mettez votre nom, soit de département, soit de nom de ville, et puis comme ça, vous aurez la liste de vraiment tous les événements que vous pourrez avoir autour de votre secteur. Par exemple, si on se tarde encore sur Lyon, on voit qu'il y a tout ce qui est des directives d'inondation, sismiques, géologiques, puisqu'il y a des risques d'éboulement de terrain, notamment sur la colline de Fourvière, les risques miniers, inondations, et puis les risques majeurs et les risques technologiques. Donc là, ce sont les villes qui ont réalisé leur plan communal de sauvegarde. C'est-à-dire qu'ils ont mis en ligne les risques majeurs à l'intérieur de leur secteur, et du coup vous pouvez vous aider de ce type de documents pour réaliser votre plan particulier de mise en sûreté. Alors les accidents industriels, donc c'est tout ce qui comporte entreprise, mais on devrait mettre également à l'intérieur tout ce qui est transport ferroviaire, notamment le fret, et tout ce qui est transport de matières dangereuses. Alors, deux possibilités de savoir qu'il y a un accident industriel à proximité de sa crèche, c'est soit l'application SAIP, ou soit le signal d'alerte national, les 3 fois 1 minute 41, espacé de 5 secondes.
avec un son modulé. Alors, quelle est la conduite à tenir? En premier, il faut d'abord se mettre en sécurité. Si vous êtes à l'extérieur, il faut impérativement rentrer dans un local confiné. Ensuite, il faut se mettre à l'abri en se mettant dans un local calfeutré. Alors, évitez, si possible, toutes les pièces où il y a beaucoup de fenêtres, puisque souvent il y a des ouvrants à cause du monoxyde de carbone, et du coup, ça ne crée pas une très très bonne étanchéité. Alors, pour trouver une pièce de confinement, il est vrai qu'il est dit qu'il vaut mieux qu'il y ait un point d'eau pour pouvoir faire ses besoins et boire éventuellement. Voilà. Ce qu'il faudra faire, c'est fermer toutes les fenêtres, tous les volets et toutes les portes, et si possible à clé. Se confiner et isoler l'extérieur, arrêter les systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation. Et éventuellement, installer une pancarte de confinement à destination des parents qui voudraient récupérer les enfants. Une fois qu'on a créé une barrière de confinement, on ne peut plus l'enlever. C'est-à-dire que même s'il y a une mère de famille, par exemple à proximité d'un risque radiologique, une centrale nucléaire, les enfants se sont confinés à l'intérieur d'une structure, ils ne peuvent plus ouvrir les portes. Ça, c'est sûr et certain. Si jamais les parents venaient à récupérer leurs enfants, normalement, ils devraient se mettre dans une autre pièce, et si possible, pas dans la crèche. Ensuite, on va utiliser la caisse de PPMS, c'est les plantes particulières de mise en sûreté. Donc on utilisera tout ce qui est bouteille d'eau, éventuellement des couches à l'intérieur, la radio, un boudin qui se mettra en dessous de la porte pour pouvoir calfeutrer la porte, et du scotch tout autour. Ensuite, il faudra s'informer sur France Bleu, France Info, les radios locales, et pour ce faire, en fait, il faut s'informer sur les fréquences, puisqu'on pense qu'il n'y aura plus de réseau téléphonique. Il sera tellement saturé qu'on ne pourra plus avoir Internet sur son téléphone portable. Donc du coup, tout ce qui est réseau téléphonique et la radio sur Internet, à mon avis, il faut oublier parce que ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, on va surveiller les enfants et noter tout problème médical ou psychologique. À ne pas faire, c'est aller chercher les enfants à l'école, ça c'est vraiment à proscrire. Et surtout, évitez d'appeler parce que vous allez saturer le réseau. Les consignes supplémentaires, évitez toute flamme ou étincelle, évitez de fumer, restez patient et occupez les enfants par des jeux calmes. Et si vous sentez une gêne, placez un linge humide contre le visage et respirez à travers. Si l'alerte est terminée, sortez votre lieu de mise à l'abri et souvent on peut entendre par rapport au signal sonore, c'est un signal continu de 30 secondes qui indiquera que l'alerte est terminée. Et donc une fois que c'est fini, aérez longuement les locaux, ôtez les dispositifs de calfeutrage, mettez en service la ventilation et le chauffage et restez attentif à d'éventuelles consignes complémentaires des autorités. Et par rapport au kit de plan particulier de mise en sûreté, soit vous l'achetez déjà tout fait, soit vous le faites vous-même. Alors c'est très simple, hein. Il faut juste prévoir à l'intérieur des kits d'urgence, des couches, des bouteilles d'eau, de quoi manger, le scotch et la radio. Voilà. Donc c'est ce qui est marqué maintenant, radio, fiche réflexe sur la conduite à tenir, scotch et tissu à mettre au bas de porte, trousse de secours, bouteille d'eau, nourriture de secours, attention aux dates de péremption, hein. Outils de base multifonction, lampe de poche avec pile ou dynamo, dossier médical et les PAI, notamment les médicaments si jamais il y a un enfant qui se met par exemple à avoir une crise d'asthme. Téléphone portable chargé, vêtements et chaussures de rechange, papier hygiénique, essentiel d'hygiène personnelle, des couches, couverture, sac de couchage, jeux d'hiver et sac plastique pour protéger les affaires. Voilà. Alors maintenant, on va passer tout ce qui est alerte nucléaire. Donc ça peut être soit à proximité d'une centrale, mais il peut y avoir également des transports de matières radioactives ou dans des installations conditionnant ou stockant des retraitant des combustibles nucléaires. Alors ça peut être soit une dissémination volontaire ou soit ça peut être fait de manière intentionnelle. Alors là, je vous ai noté toutes les centrales qui existent, il y en a à peu près une quinzaine, avec des puissances qui sont différentes. Elles se sont le long des cours d'eau, ça c'est obligatoire pour refroidir tout ce qui est matière radioactive. Alors, en fait, la problématique de ces matériaux radioactifs, c'est qu'il y a des rayonnements, et il y en a de 3 catégories. Il y a les rayons alpha, bêta, et puis les Y. Donc, en fait, certains rayons sont contenus avec une feuille de papier. Donc, c'est les rayons alpha. Tout ce qui est rayon bêta, ce sont les tôles d'aluminium. Alors là, en rentrant dans un bâtiment, on pense que ça peut arrêter ce type de rayonnement. Par contre, les derniers rayonnements, ceux-là, c'est vraiment la chape de plomb. Et du coup,
même en rentrant dans un bâtiment, ils seront amoindris, mais ça dépend de la qualité du béton. Mais c'est vrai que si jamais vous confinez, bah, ça protégera beaucoup plus que si vous étiez à l'extérieur. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu des grands accidents industriels, que ce soit Fukushima ou Hiroshima ou Tchernobyl, et également quand il y a eu les bombes Hiroshima et Nagasaki, en fait, donc il y a d'abord tous ceux qui sont morts sur l'instant T parce qu'il y a une grosse déflagration, mais surtout ce qui a posé problème derrière, c'était la poussière radioactive. Et notamment les gens consommaient des légumes à l'extérieur, ils se sont pas changés, et cette poussière radioactive les a brûlés encore plus que les rayonnements à l'instant T. Du coup, en fait, il faut s'imaginer que si vous êtes en extérieur et que vous rentrez dans une pièce, il faut d'abord enlever ses habits, prendre une bonne douche et ensuite mettre d'autres habits et rester calfeutré à l'intérieur de la structure. Donc, préparer son kit radio, équipement PPMS, demandez éventuellement une brochure à la pastille, et si jamais vous vivez à proximité d'un site nucléaire, prendre la pastille d'iode pour saturer la thyroïde, sauf contre-indication du médecin. Alors ça ne protège que sur certains rayonnements, pas sur tous. Mettez-vous à l'abri dans un bâtiment en dur, fermez les portes et fenêtres et coupez la ventilation. Donc calfeutrez toutes les issues. Si vous êtes dans un véhicule, gagnez un abri. Le véhicule n'est pas une bonne protection. Ne touchez pas aux objets, à l'eau et aux médicaments, aux aliments. S'il pleut, laissez à l'extérieur tout ce qui aurait pu être mouillé par la pluie. Tenez-vous informé, respectez les consignes de protection des pouvoirs publics sur pastille d'iode diffusées par les médias, donc France Bleu ou France Info, site internet, compte de préfecture ou les réseaux sociaux du gouvernement. Pensez à vous doter auparavant d'une radio avec des piles ou à dynamo. Ne pas aller chercher ses enfants à l'école, ils seront pris en charge par les équipes qui sont entraînées, normalement. Ne pas chercher à rejoindre les membres de sa famille s'ils sont en extérieur. Évitez de téléphoner afin de laisser les réseaux téléphoniques disponibles pour les secours. Prenez la pastille d'iode uniquement sur instruction des préfets, sauf contre-indication médicale. Voilà. Préparez-vous à une éventuelle évacuation. Donc là, c'est sur ordre des secours et en direction des zones concernées. Et la rupture de barrage, donc là ce sont les dommages occasionnés qui peuvent être soit par naïade ou ensevelissement. Alors c'est soit l'alerte SAIP ou soit les types cornes de bruit, ça fait comme un bateau qui quitterait le port. Alors par exemple on a un DICRIM, donc ça veut dire un document d'information communale et des risques majeurs, par exemple sur la ville de Lyon, c'est pour prendre le même exemple. Il faut savoir que le seul barrage pouvant représenter un risque, et ça j'en suis vraiment pas sûr du tout parce que je connais d'autres barrages, par exemple un Joux-Génitia qui sont dans l'Ain, et à mon avis celui-là s'ils seront, Lyon sera sous l'eau également. Et donc il est marqué que la rupture brutale et imprévue du barrage entraînerait une formation d'une vague de submersion d'environ 10 mètres de hauteur. Moi je pense que c'est 12 mètres, mais 10 mètres ça me paraît plutôt pas mal. Par contre, qu'elle pourrait atteindre Lyon en 9 heures, ça c'est impossible, puisque la vague fait 80 km/h, et je pense qu'en moins de 1h30, Lyon sera enseveli. Donc, voilà. Informez-vous sur le système spécifique d'alerte pour ceux qui sont le long des cours d'eau, et identifiez les points hauts, sur lesquels vous pourriez vous réfugier, bâtiments, aux collines. Évacuez et gagnez le plus rapidement possible le point haut. Les étages supérieurs, ne prenez pas l'ascenseur, n'allez pas chercher les enfants à l'école, ne revenez pas sur vos pas, coupez l'électricité, n'encombrez pas les réseaux téléphoniques, respectez les consignes diffusées par les médias. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Bon, par rapport aux canicules, en fait, il va falloir surtout faire attention aux enfants et aux nourrissons, parce que la chaleur fatigue toujours, et l'été 2017, on a eu des pointes à 38 degrés dans les structures, ce qui est quand même assez important. Alors ce qu'il faut faire attention également, c'est que souvent on va faire des jeux d'eau, et du coup il faut quand même surveiller ces jeux d'eau parce que ça peut représenter quand même un danger. Il y a beaucoup de prévention à faire par rapport à ces jeux d'eau. C'est toujours sur surveillance et on vide l'eau une fois que les enfants ne sont plus dedans. Alors,
La chaleur expose les nourrissons et les enfants au risque de déshydratation rapide, ils sont plus sensibles. Dans tous les cas, donnez régulièrement à boire de l'eau, gardez les enfants dans une main fraîche, si possible. Aérez en journée, faites essayer de faire un courant d'air. À l'intérieur, ne pas hésiter à laisser les bébés en simple couche, surtout pendant le sommeil, ou en sous-vêtements. Pensez à mouiller les vêtements, pulvériser de l'eau. Ne laissez jamais un enfant dans un endroit surchauffé, ou même une voiture. Évitez de sortir aux heures chaudes de la journée. En cas de sortie, les vêtir légèrement. Sans oublier la casquette et puis surtout la crème pour éviter les coups de soleil. Proposez des bains fréquents. Consultez sans tarder un médecin en cas de fièvre ou si l'enfant devient un petit peu somnolent. Mettre la crème solaire et les lunettes de protection. Attention, ne jamais laisser un enfant seul, surtout avec une patte au genre. On peut se noyer à partir de 10 cm d'eau. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est... Bon, pour les feux de forêt, d'abord, c'est surtout beaucoup de prévention. Si vous habitez à côté, proximité d'une forêt, demandez quand même conseil à la mairie pour savoir si c'est assez bien débroussaillé et si ça ne nécessiterait pas un élagage. Bon, renseignez-vous auprès de la mairie pour savoir s'il n'y a pas un plan particulier de risque d'incendie et de feu de forêt. Et identifier les mesures applicables. Vérifiez le fonctionnement manuel et la qualité des fermetures de portes, fermetures et volets. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de bouteilles de gaz à proximité de votre structure. Vérifiez l'état de fermeture de la toiture et évitez de placer des matériaux inflammables à l'extérieur. Prévoyez des moyens d'arrosage. Et par contre, ce qui est demandé, c'est vraiment de rester dans la structure si jamais vous êtes encerclé par le feu, quoi. Si vous voyez un feu, appelez les pompiers. Recherchez un abri en fuyant d'eau au feu. Respirez si possible à travers un linge humide et ne sortez pas de votre voiture si vous êtes pris par un front de flamme. Si la crèche est la meilleure protection, n'évacuez que sur ordre des autorités, fermez tout ce qui est gaz, fermez, arrosez les volets, portes-fenêtres, occultez les aérations, enlevez tout ce qui est combustible et habillez-vous avec des vêtements de coton assez épais. Évitez de téléphoner. Bon, le grand froid, il faut surtout faire attention aux enfants, il n'y a qu'à lire pour savoir ce qui est à l'intérieur. Montée rapide des eaux, il faut faire attention aussi. Alors, séisme, dans ce cas-là, il ne faut jamais se mettre à proximité des fenêtres et surtout essayer de trouver les murs porteurs à l'intérieur de la structure. Mettez-vous près d'un mur, d'une structure porteuse ou d'un meuble solide, éloignez-vous des fenêtres pour éviter les bruits de verre. Si vous êtes au rez-de-chaussée et qu'à la limite vous pouvez rejoindre l'extérieur, dans ce cas-là, faites-le. À l'extérieur, ne restez jamais après des lignes haute tension, ce qui peut s'effondrer, des ponts, corniches, toitures, même les tunnels, il faut éviter de rester dedans. Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous, mais jamais à proximité d'un pont ou d'arbres. Ne sortez pas avant la fin des secousses et méfiez-vous toujours des répliques, ça c'est sûr. Donc le risque tempête, souvent il faudra peut-être fermer les structures. Voilà. Et tsunami. Donc en fait, les signes, ça va être le retrait de la mer, loin des côtes, puis remontée très rapide. L'effet de vague est amplifié. Les ports et les baies qui constituent un espace fermé, les vagues vont se succéder les unes après les autres. Enfin, dans les situations extrêmes, le tsunami se manifeste par une série de vagues géantes, pouvant atteindre une dizaine de mètres de haut, pendant 20 à 40 minutes. Si un tremblement de terre, montez plutôt sur une colline. Et si vous constatez une baisse importante du niveau de la mer, partez vite. Alors, généralement, dans les endroits à risque, alors pas en France, mais plutôt dans les pays étrangers, il y a toujours des points de rassemblement de risque tsunami. Alors, la seule façon de savoir, c'est soit une sirène, mais qui n'est pas du tout vraiment identifiée, ou soit l'application SAIP. Donc, restez à l'écoute des consignes. Dès l'alerte, éloignez-vous le plus possible des côtes. Essayez d'atteindre un promontoire d'une dizaine de mètres. Emportez les médicaments. Ne descendez jamais sur la plage pour observer. Les vagues ne roulent pas et ne cassent pas. Il est inutile et dangereux de vouloir faire du surf. Il rappelle à ça, grimper sur le toit d'une habitation. Ne prenez la mer sous aucun prétexte. Ne téléphonez qu'en cas d'urgence vitale. Voilà. Et bien écoutez, la formation est terminée. Donc en fait, c'était vraiment un débat par rapport avec les professionnels. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, en fait, c'est 1 ou 2 ou 3 ou voire 4 exercices d'évacuation et de confinement. Le premier, généralement, ce qu'on fait par rapport à la menace terroriste, par exemple, on peut téléphoner au comité
à la direction de la structure et leur dire voilà, il y a un risque il y a une fusillade à proximité de la crèche, vous confinez. Et là, vous checkez tout ce qui est fait et tout ce qui n'est pas bon. Éteindre les lumières, couper la sonnerie du téléphone portable, fermer les portes et les fenêtres, les pièces, se mettre dans le bon local, et vous voyez tout ça, et vous voyez si ça a été appliqué. Pourvu qu'ils aient pris les enfants. Alors c'est vrai que l'idéal pour faire ce type de formation, c'est d'avoir plusieurs faux bébés. Soit des mannequins de secourisme, ou soit des bébés lestés. Et là, du coup, vous voyez s'ils n'en ont pas oublié, parce que ça peut arriver. Deuxième exercice, si elles ont bien compris, c'est de dire, voilà, par exemple, vous simulez un adulte ou un père de famille qui tenterait de récupérer son enfant par tous les moyens en hurlant à l'entrée de la crèche. Du coup, elles devront donner le signal d'alerte, alors c'est soit verbal, soit avec une sonnerie ou soit avec un dispositif qui est adapté, et du coup les sections, petites, moyennes et grandes, doivent se confiner à l'intérieur. Si possible, la directrice rejoint la personne et essaye de mobiliser, enfin de temporiser ou de neutraliser la personne, mais sans agressivité. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait une professionnelle qui appelle les secours, soit par SMS, soit par le biais du 112. Et ensuite, vous voyez si tout a été bien appliqué. Troisième exercice, là, vous simulez une entrée dans une crèche et puis vous êtes là pour faire du mal aux enfants et aux professionnels. Vous pouvez même simuler des coups de fusil en tapant violemment contre les murs ou en tapant 2 livres les uns contre les autres pour simuler qu'il y a des balles. Vous criez à l'intérieur et vous voyez si elles ont pensé soit à se confiner, soit à les évacuer. Et si jamais si elles ont évacué, voir par quel parcours elles ont été, justifier le fait qu'elles aient plutôt privilégié l'évacuation plutôt que le confinement, et celles qui se sont confinées, voir si elles ont mis les meubles devant les portes, etc., etc. Vous pouvez également faire un 4e exercice, c'est le confinement par rapport à une alerte plan particulier de mise en sûreté, et vous voyez si tout est bon à l'intérieur. Voilà.